J'ai réfléchi à la façon dont ma vie pouvait être si riche à certains égards et si pauvre à d'autres, alors que je me rendais seul au bal de la leucémie ce samedi soir fatidique. L'adage « l'argent ne fait pas le bonheur » m'a traversé l'esprit pour ce qui m'a semblé être la 10e fois au cours des 2 dernières années. Dans mon cas, il ne s'agissait pas seulement d'un cliché, mais d'une vérité indéniable. Quelle était exactement la source de ma richesse? Les revenus de mon poste de directeur des opérations dans une entreprise classée au Fortune 1000, et l'amour de ma famille. Mais mes 2 enfants, que j'adorais et qui étaient le centre même de mon existence, avaient bien plus de valeur que n'importe quel gain monétaire. La plus grande déception? Ma femme s'était totalement désintéressée de l'intimité il y a près de 5 ans, après la naissance de notre 2e enfant, notre fille Caroline. Au cours des 3 premières années qui ont suivi l'arrivée de Caroline, je me souviens que nous avons partagé une dizaine de moments d'intimité. Depuis qu'Émilie a emménagé dans une chambre séparée il y a 2 ans, nous n'avions plus aucune intimité. Notre relation ressemblait davantage à celle d'une fratrie qu'à celle d'un mari et d'une femme, même si elle restait généralement agréable. En fait, nous ressemblions plus à des cousins éloignés qu'à des frères et sœurs. Malgré mes efforts persistants pour l'encourager à chercher une aide professionnelle pour ce que je percevais comme son problème, elle n'a pas reconnu que son manque d'intérêt pour l'intimité était un problème. Braxton, nous avons eu des relations intimes régulières pendant 12 ans. Cela aurait dû suffire. J'ai même essayé de trouver un moyen de raviver son désir, en me rappelant à quel point elle avait été passionnée et engagée pendant sa grossesse avec Caroline. Mais comme elle n'avait aucun intérêt pour la proximité, ce n'était pas envisageable. Pour ne rien arranger, elle m'a révélé plus tard qu'elle s'était fait ligaturer les trompes après l'accouchement, une décision dont elle n'avait parlé avec moi qu'1 an après la naissance de notre dernier enfant. J'ai essayé de contacter sa mère, Colette, et sa jeune sœur, Madeleine, pour obtenir des informations. C'est ton problème, et je ne me mêlerai jamais d'affaires aussi privées, a fait remarquer Madeleine. Elle avait divorcé sans conflit majeur, si tant est que cela soit possible, et sans enfant. Son attitude dédaigneuse m'a frustré. J'avais toujours cru que notre relation était positive. En fait, si je l'avais rencontrée avant Émilie, j'aurais même envisagé de l'épouser. Je l'avais également soutenue, elle et son conjoint infidèle, par le passé. Je lui ai tout de même laissé une certaine marge de manœuvre, car elle avait raison d'affirmer qu'il s'agissait d'une affaire profondément personnelle. Colette, en revanche, était visiblement contrariée que j'ai abordé le sujet. Braxton, pour l'amour du ciel. Tu as 2 enfants avec elle. Qu'est-ce que tu peux vouloir de plus? Sa réaction m'a fait comprendre pourquoi le père d'Émilie arborait toujours une expression aussi sévère. De toute évidence, il ne recevait pas beaucoup d'affection non plus. Émilie était émotionnellement distante, tout comme Colette. Comme Émilie se disait croyante, j'ai même essayé d'impliquer notre prêtre. Mais j'ai fini par conclure que le père Jacques était mal placé pour donner des conseils valables, ayant lui-même divorcé 2 fois. Il a parlé à Émilie, mais je n'ai jamais su les détails de leur conversation. Quoi qu'il ait dit, cela n'a fait que la contrarier, car elle s'est sentie mêlée à ce qu'elle considérait comme « mon problème » et non le sien. En fin de compte, il m'a simplement conseillé de divorcer. En d'autres termes, il m'encourageait à m'éloigner de la plus grande source de joie que j'avais jamais connue, mes interactions quotidiennes avec mes enfants. À un moment donné, j'ai commencé à soupçonner Émilie d'avoir une liaison. Le doute m'a tellement envahi que j'ai dépensé $25 000 pour engager des détectives privés. Lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions, le PDG de la société m'a dit « Nous n'avons jamais observé un sujet aussi banal qu'elle. » Après 3 mois de surveillance, ce cas est le plus proche de garantir quoi que ce soit sur le comportement humain. Selon mon opinion professionnelle, il y a 99% de chances qu'elle n'ait pas de liaison, ni émotionnelle, ni même physique. Paradoxalement, une partie de moi aurait préféré découvrir qu'elle avait une liaison. Au moins, j'aurais eu une explication. Au lieu de cela, mes pensées revenaient sans cesse au premier jour de mon mariage avec Émilie, il y a près de 17 ans. Je ne dirais pas que je suis tombé amoureux d'elle instantanément, même si elle était physiquement attirante. Mais son intelligence et sa présence étaient impressionnantes. En apprenant à mieux la connaître, je l'ai trouvée profondément captivante, d'une manière que je n'arrivais pas à formuler. Elle était gentille, attentionnée et clairement amoureuse de moi. Elle m'attirait et je voulais une relation durable, un foyer stable et des enfants. À l'époque, je pensais que si la beauté physique s'estompe, l'amour, le dévouement et la personnalité perdurent. J'étais vraiment naïf. Aujourd'hui, bien qu'elle paraisse aussi radieuse qu'il y a 17 ans, toute trace d'amour et d'affection a disparu bien plus rapidement que son attrait physique.
Émilie m'accompagnait généralement à des événements caritatifs tels que le bal de la leucémie, mais elle n'était pas très bien ce samedi soir et avait préféré rester à la maison. La fête s'est déroulée comme les nombreux autres galas d'entreprise auxquels j'avais assisté par le passé. Après les discours, l'orchestre a commencé à jouer. Alors que je m'apprêtais à partir, une femme, qui n'était pas ivre mais certainement pas sobre, m'a croisé. Elle a renversé le verre qu'elle tenait. Son imprudence était probablement due à l'alcool, mais je n'ai pas insisté, car je veux être un gentleman. Je lui ai doucement touché le bras et j'ai murmuré, « Je suis vraiment désolé. J'espère que je n'ai pas abîmé votre joli chemisier. Voulez-vous un autre verre ?» Il était impossible de ne pas remarquer qu'elle avait un visage frappant et une silhouette en forme et bien entretenue. Elle a simplement passé la main sur son chemisier, celui qui ne tenait pas le verre, juste au-dessus de son sein gauche, sur la tache humide, et a souri. Je n'ai pu qu'observer ses mouvements. Elle ne portait pas de soutien-gorge et l'humidité avait rendu son chemisier légèrement transparent. Une pensée fugace m'a traversé l'esprit, astérisque au nom. Elle a une belle poitrine astérisque, mais je réussis à garder mes pensées pour moi. C'est juste de la vodka, dit-elle en souriant. Ça va sécher. Cependant, l'humidité avait clairement révélé son sein gauche, et mon expression a dû trahir le fait que j'en étais conscient. Voulez-vous danser avec moi jusqu'à ma table pour que je puisse jeter quelque chose par-dessus ? Enfin, si vous êtes aussi gentleman que vous en avez l'air. Elle posa son verre sur la table la plus proche et étendit les bras dans une pose de valse. Une mélodie lente était jouée. Je l'ai serré contre moi et j'ai murmuré, « Bien sûr, bien sûr. » Cela faisait 2 ans que je n'avais pas été aussi proche physiquement d'une femme séduisante, et je n'étais pas tout à fait sûr de moi. Malheureusement, la première partie de ce qui a suivi était tout à fait prévisible. Dès que nos corps se sont touchés, j'ai ressenti une réaction immédiate, presque involontaire. Ce qui s'est passé ensuite, en revanche, était inattendu. C'est le meilleur compliment que j'ai jamais reçu, dit-elle en souriant alors que nous nous déplacions ensemble. Elle a dû sentir ma réaction contre sa hanche. Astérisque quoi ? Est-ce qu'elle vient vraiment de dire ça ? Je trébuchai légèrement, espérant avoir mal entendu. C'est un grand compliment que ton corps ait réagi à la mienne si rapidement, surtout de la part d'un bel homme comme toi, continua-t-elle, souriant malicieusement en me regardant dans les yeux. Je suis désolé, ai-je marmonné, incapable de détourner le regard. Tu es une belle femme, mais il y a une explication plus compliquée à cela. Elle m'a répondu d'un ton enjoué, j'insiste pour que vous m'expliquiez pourquoi je ne devrais pas accepter un compliment aussi direct dès que nous nous serons assis à ma table et que j'aurai mis ma veste. Sur ce, elle posa sa tête sur mon épaule, m'attira plus près d'elle et murmura, « Suivez-moi ». Mon corps était de plus en plus tendu. Le fait qu'elle ait la taille parfaite pour une danse confortable en talons, le parfum subtil qu'elle portait et la façon dont sa hanche me frôlait à travers sa robe n'arrangeaient rien. Presque inconsciemment, je lui ai emboîté le pas, remarquant à peine qu'un slow s'était terminé et qu'un autre avait commencé. Si j'avais été plus attentif, j'aurais pu me rendre compte qu'elle prenait délibérément son temps, nous guidant doucement vers sa table. Je craignais de perdre le contrôle, car j'avais l'impression que cela durait une éternité. Lorsque nous avons enfin atteint sa table, elle a relâché notre étreinte et m'a guidé par la main jusqu'à son siège, où son sac et sa veste l'attendaient. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'événement, la plupart des personnes présentes à sa table étaient parties ou dansaient. Elle s'est assise, a enfilé sa veste et a tapoté le siège à côté d'elle. Une fois assis, elle m'a posé une question tout à fait inattendue, et franchement inappropriée pour quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Alors, pourquoi ne devrais-je pas être flatté par la façon dont votre corps a réagi à mon égard ? Je me sentais transpirer en la regardant dans les yeux. D'après notre danse et la façon dont je l'avais observée pendant que nous marchions vers la table, je pouvais voir qu'elle avait non seulement un beau visage, mais aussi une silhouette incroyable. Des jambes magnifiques, un corps sans défaut et, bien sûr, une poitrine éblouissante. Elle semblait avoir 5 à 10 ans de moins que moi, ou peut-être avait-elle exceptionnellement bien vieilli. Je ne suis pas sûr d'être à l'aise pour parler de ça avec quelqu'un que je viens de rencontrer, et je marmonnai, sentant une perle de sueur couler de mon front vers mon œil droit. Alors ne soyons pas des étrangers, répondit-elle avec un sourire, en tendant sa main droite. Je m'appelle Alicia. La seule Alicia que j'ai connue a été le sujet de mon premier béguin à l'école primaire. Ma femme avait d'autres idées, mais j'avais même envisagé d'appeler notre fille Caroline en son honneur. C'est drôle comme les petites coïncidences peuvent faire tomber les murs. Je lui ai souri, lui ai serré la main et me suis présenté. Je m'appelle Braxton.
Drôle de nom, dit-elle en riant. L'un des organisateurs de l'événement de ce soir est Braxton Winston. C'est vous? J'ai dit, je suis coupable, en remarquant qu'elle tenait toujours ma main. Elle a ri, sa poigne était ferme, et a répondu, eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, Braxton. Merci pour cette belle fête et les boissons gratuites. Maintenant que nous avons fait connaissance, pourquoi ne pas rapprocher votre chaise un peu plus près et me faire part de vos pensées immédiates? Cette femme était soit la personne la plus désinhibée que j'ai jamais rencontrée, soit elle était en état d'ébriété, ou peut-être les deux. J'ai murmuré, je préférerais vraiment que cela ne se reproduise pas. Elle a souri et m'a dit, je suis une thérapeute agréée. Je jure de ne rien divulguer. Malgré la transpiration croissante dans mes yeux, j'ai continué et je lui ai parlé de mon problème. Je n'ai été intime avec ma femme que 10 fois au cours des 5 dernières années, et pas du tout au cours des 2 dernières, depuis qu'elle m'a quitté. Elle refuse d'en parler ou de reconnaître qu'il y a un problème. Je ne l'ai pourtant pas trahi. Cela fait 719 jours que je n'ai pas fait l'amour. Mon premier moment intime avec une belle femme depuis tout ce temps, c'est quand j'ai commencé à danser avec toi. En gros? Tu es sûr que ce n'était pas 716 jours? J'ai dit, et elle a gloussé. Son ton taquin s'est transformé en quelque chose de plus sérieux. Elle a pris une serviette sur la table et a essuyé doucement la sueur de mon front avant de continuer. Votre femme a-t-elle une liaison? Non, répondis-je. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai mené une enquête approfondie sur elle pendant 3 mois. Le détective privé a dit qu'elle était le sujet le plus inintéressant qu'il ait jamais suivi. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas trompée, a-t-elle demandé. Je ne suis ni le plus grand acteur du monde, ni l'homme le plus secret, mais j'ai 2 merveilleux enfants. Je suis terrifié à l'idée de perdre la formidable relation que j'ai avec eux si jamais je me faisais prendre. Elle dit donc que personne d'autre ne peut t'avoir, même si elle ne veut pas de toi. Malheureusement, oui, ai-je admis. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais lorsque j'ai essayé de la convaincre de consulter un spécialiste, je me suis senti complètement désespéré. Alicia avait été solennelle, mais soudain un large sourire s'est dessiné sur son visage. Braxton, tu sais quoi? C'est peut-être ton soir de chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, perplexe. Je pourrais être en mesure de résoudre votre problème. Êtes-vous plus qu'un thérapeute, êtes-vous un psychiatre? Non, répondit-elle en souriant. Je suis une courtisane moderne, mariée, discrète et très motivée. Je cherche un nouvel amant car je n'en ai jamais plus d'un à la fois. Je suis resté bouche bée. Mes yeux parcourent la pièce. Votre mari est-il ici? Non, mon Dieu, non. Il est en voyage d'affaires. Vous avez des problèmes financiers? Pas du tout, ai-je répondu. Mon mari est extrêmement riche, mais je n'ai pas autant d'argent que je le voudrais. Malheureusement, il est impuissant, maniaque du contrôle et notoirement radin. Sinon, je ne serais pas dans cette situation. Ma mâchoire a dû s'effondrer en la regardant fixement. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Finalement, j'ai demandé, tu es sérieuse? Son sourire s'est légèrement effacé et elle a répondu, je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tu m'as l'air intéressé. Je vais vous dire pourquoi. Son sourire joyeux est revenu pendant qu'elle parlait. Puis elle s'est levée, m'a pris la main et m'a conduit hors de la salle de bal de l'hôtel, dans la salle de réunion sans fenêtre la plus proche. Elle alluma la lumière, me plaça face à la porte, enleva sa veste, déboutonna rapidement son chemisier et se débarrassa de sa jupe. À l'exception de ses talons de 10 cm, elle était complètement nue, elle ne portait pas de sous-vêtements. Et sans aucun doute, c'était la femme la plus éblouissante que j'ai jamais vue. Elle s'est tournée lentement, d'abord vers la gauche, puis vers la droite, me permettant d'admirer chaque détail de sa silhouette. Lorsqu'elle s'est rapprochée, j'ai senti la chaleur me monter au visage et mes yeux s'écarquillaient d'incrédulité. J'ai croisé son regard. À ce moment-là, un frisson irrésistible m'a envahi lorsqu'elle s'est penchée et a fait quelque chose de tout à fait inattendu. Lorsque ce fut terminé, elle a soigneusement ajusté mes vêtements, a essuyé une petite tache sur sa peau et l'a brièvement pressée contre ses lèvres. J'avais le souffle coupé, submergé par l'intensité de ce qui venait de se passer. Elle a ensuite desserré ma cravate, l'a utilisée pour essuyer la dernière trace de liquide sur son corps et l'a glissée dans la poche latérale de ma veste. Un souvenir, dit-elle en souriant. Je ne peux pas dire si tu es dépendant d'après ta réaction. Je vous donnerai mon numéro de téléphone jetable quand nous serons de retour à la table.
Appelez-moi lundi à 10 heures et je vous fixerai un rendez-vous. Tout en fermant le dernier bouton de son chemisier, elle m'a expliqué comment cela fonctionnerait. Elle m'a pris la main, a éteint la lumière et m'a ramené à la table, hébété. De retour à la table, elle a écrit « Alicia » et son numéro de téléphone sur un morceau de papier qu'elle a glissé dans la poche intérieure de ma veste. Puis, alors qu'un autre slow commençait à être joué, elle m'a ramené sur la piste de danse. Je ne pouvais rien faire d'autre que de la suivre. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre, a souri et a dit « La limousine de mon mari viendra me chercher dans 5 minutes, après un autre slow. N'oubliez pas de m'appeler lundi à 10 heures précises. Je serai là, nu, à t'attendre, a-t-elle ajouté. Elle m'a embrassé rapidement, a pris son sac à main et sa veste sur la table, s'est déhanchée plusieurs fois de manière provocante vers moi et est partie. Je me suis occupé de tout seul ce soir-là. C'était satisfaisant, même si ce n'était pas aussi amusant que lorsqu'Alicia était impliquée. J'imaginais la sensation incroyable d'être près d'elle, d'entendre ses halètements et ses doux gémissements. Le dimanche, mes pensées étaient accaparées par le physique et la poitrine d'Alicia. Émilie était toujours souffrante. Pour me distraire de l'attrait de ce qui se trouvait entre les jambes d'Alicia, j'ai décidé de faire quelque chose de tout à fait banal. Avec les enfants, nous sommes allés au zoo, nous avons acheté des glaces, nous avons visité le parc, puis nous avons dîné dans leur restaurant préféré. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, ils étaient épuisés. Alors que son frère Bradley s'endormait pratiquement sur ses pieds, j'ai dû porter ma fille Caroline, qui somnolait, de la voiture à la maison. Nous avons passé une merveilleuse journée, et je voulais prendre des nouvelles d'Émilie, alors je me suis glissé dans sa chambre pour lui dire que nous étions de retour. Elle m'a assuré qu'elle se sentirait mieux le lendemain matin. Ensuite, je me suis retiré dans ma chambre et j'ai laissé mon imagination vagabonder une fois de plus, imaginant chaque moment que je pourrais passer avec Alicia. Bien sûr, j'ai appelé Alicia le lundi à exactement 10 heures du matin. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Bonjour, Braxton. Un homme ponctuel me plaît beaucoup. Tu as appelé à 10 heures pile, a-t-elle demandé en riant. J'aurais pensé que tu étais gai ou mort après la soirée de samedi si tu ne l'avais pas fait, dit-elle en riant. Mais je suis presque sûr que tu n'es pas gai. Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant tranquille à une dizaine de kilomètres de mon lieu de travail à 13 heures. Lorsque je suis arrivé, Alicia avait préparé une table. Pour une courtisane, elle était habillée de manière conservatrice, mais elle était parfaitement consciente de son attrait sexuel et semblait aimer l'exhiber. Elle s'est levée pour me saluer et m'a donné un bref baiser sur les lèvres. Après que nous nous soyons assis, elle m'a dit « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai commandé pour vous le plat du jour de la maison. Vous allez l'adorer. » Bien que je ne sois pas difficile, j'aurais volontiers mangé tout ce qu'elle me proposait, même si cela avait un goût de nourriture pour chien, juste pour lui faire plaisir. Toute la matinée, mon esprit avait été préoccupé par l'idée de passer du temps avec elle. Alicia me tendit un téléphone jetable, son attitude étant à la fois amicale et professionnelle. « Voici comment ça va se passer », m'a-t-elle expliqué. « Braxton, vous n'utiliserez que ces téléphones jetables pour communiquer. Mon numéro est déjà programmé dans le vôtre. J'ai également configuré votre téléphone pour qu'un numéro différent apparaisse lorsque j'appelle. Cette petite astuce avec l'opérateur m'a coûté 400 $. Quand j'appelle, c'est le restaurant chinois qui apparaît. J'ai acquiescé, en tâtonnant avec le téléphone dans ma main. Nous ne devrions jamais utiliser nos vrais noms dans les messages vocaux, mais plutôt utiliser l'application sur le téléphone. Tous les détails concernant les heures et les lieux seront codés, poursuit-elle. Tous les codes se trouvent dans ce document, dit-elle en me tendant un imprimé de 2 pages. Je vous recommande de les mémoriser, puis de détruire le papier. Vous pouvez stocker les codes difficiles à retenir sur votre téléphone. Dois-je le sécuriser avec un mot de passe, demande-t-elle. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Ton mot de passe est Greatrussi, un seul mot avec les lettres majuscules G, A et P, dit-elle avec un sourire malicieux. Quand tu seras avec moi, tu n'auras aucun mal à t'en souvenir. J'acquiesce à nouveau, confiant dans ses paroles. Les 1000 $ de frais de séance doivent être payés en espèces. Nous pouvons faire presque tout ce que vous voulez pendant la séance, à moins que vous n'aimiez les activités extrêmes ou douloureuses. Je répondrai à tous vos désirs. Les séances durent de 2 à 3 heures. Je ne compte pas le temps quand il s'agit de sexe. Même si vous êtes trop occupé pour passer 2 heures avec moi, vous devrez quand même les 1000 $. Mais je vous promets que ce ne sera plus un problème après notre première rencontre, m'a-t-elle assuré.
Je lui fais un grand sourire. En parlant d'assurance, vous ne me devez rien si l'une de nos séances n'est pas le meilleur sexe que vous ayez jamais eu avec une autre femme. Mais je doute que tu aies jamais besoin d'invoquer cela si tu es un homme intègre. Si jamais nous partons en voyage ensemble, vous couvrirez toutes mes dépenses, plus $1000 par nuit, a-t-elle ajouté. Après un moment de silence pendant lequel nous nous sommes souris l'un à l'autre, elle a demandé, on est d'accord? Je lui ai répondu en tendant la main pour lui serrer la sienne. Nous sommes tous les deux d'accord. Au cours du déjeuner, nous avons discuté d'autres détails, comme l'endroit où nous nous rencontrerions habituellement et comment elle pourrait gérer 3 séances par semaine. Plus que cela pourrait être un défi, mais c'est encore possible. J'ai quelques alibis que je peux utiliser avec Emily et au travail, ai-je expliqué. La seule chose que tu devrais vraiment faire, étant donné ta situation, c'est dire à Emily que tu vas voir un thérapeute en remplacement du sexe, a-t-elle marmonné, en prenant une bouchée de son délicieux déjeuner inattendu. Cela existe-t-il vraiment? Demandai-je, intrigué. Pas du tout. Ce ne sont que des conneries, a-t-elle répondu. Mais, tout comme les médiums et les lecteurs de cartes de tarot, je connais une société qui a un bureau et un site web très convaincant avec une narration tout à fait crédible. Si nécessaire, nous pourrions même utiliser l'arrière-boutique de leur bureau pour nos séances, il y a un lit et des jouets. C'est $200 par semaine. Ils créeront un plan de traitement totalement fictif mais convaincant, prendront des notes sur des séances qui n'ont jamais eu lieu et enverront même quelqu'un sur votre lieu de travail pour faire semblant de vouloir vous rencontrer, tout cela pour un supplément de $200 si nous faisons appel à leur service. Ils emploient à la fois des hommes et des femmes, qui ont tous une attitude très posée, de sorte que personne ne vous soupçonnera d'avoir une liaison. J'ai souri et j'ai demandé leur carte de visite. Après me l'avoir tendue, elle m'a dit, si vous êtes d'accord, quand pouvons-nous nous rencontrer pour faire un test de dépistage des MST? La carte annonçait un traitement de substitution sexuelle efficace. Pas de préservatif, bien sûr. Où devrions-nous aller? Il y a un laboratoire à 3 rues au nord d'ici. J'ai souri et j'ai dit, allons-y maintenant. Même si nous n'avons pas terminé la maison spéciale, nous étions tous les deux satisfaits. J'ai laissé un généreux pourboire et j'ai payé l'addition, assez pour être poli, mais pas mémorable. Nous avons ensuite pris la voiture d'Alicia pour nous rendre au laboratoire. Pendant que nous roulions, Alicia a dit, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Cavanaugh est mon nom de famille. Je me suis arrêté un instant, prenant connaissance de son sourire malicieux. Il m'a fallu une seconde pour comprendre, puis le déclic s'est produit. John Cavanaugh, le PDG de ZYK Corporation, était son mari. ZYK était le principal concurrent de mon entreprise dans l'une de nos principales catégories de produits. Et d'après toutes les interactions que j'avais eues avec lui, j'étais certain que John était un parfait abruti. Sans réfléchir, j'ai lancé, John Cavanaugh. C'est votre mari? En effet, dit-elle avec un sourire. ZYK était mon plus grand rival en affaires, et maintenant j'étais sur le point de coucher avec la femme du PDG. Je n'avais pas besoin de motivation supplémentaire, mais cela rendait la chose encore plus excitante. J'ai gloussé. Tu devrais vraiment me faire payer plus cher pour ça. Braxton, tu n'es pas un homme d'affaires très performant, n'est-ce pas, me taquine-t-elle avec un sourire en coin. J'étais ravi lorsque nous avons quitté le laboratoire de dépistage des MST. L'argent n'était pas un problème pour moi, j'avais reçu un fonds en fidéicommis de mon grand-père, qui est décédé peu de temps après que j'ai eu 18 ans. Emily n'en connaissait pas l'existence et je n'y avais jamais touché. Exempt d'impôts, il contenait plus d'1 million de dollars. De plus, toutes les explications d'Alicia semblaient professionnelles et rationnelles. J'étais confiant que nous pourrions réussir sans conséquence. Les résultats du test de dépistage des MST étaient négatifs à 99% et, ce vendredi à midi, nous avons pris rendez-vous avec Beneficial Sex Replacement Therapy Incorporated pour me familiariser avec leurs services et remplir les documents nécessaires pour les engager officiellement. Alors que j'utilisais l'entrée principale, Alicia s'est glissée discrètement par une porte latérale reliée au garage voisin. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, elle m'a donné le baiser le plus intense que j'ai jamais connu. Puis, avec un sourire enjoué et coquin, elle a commencé à nous déshabiller tous les deux. Elle a pris les choses en main, les rendant excitantes alors que nous partagions un moment intime. Nous nous sommes efforcés de rendre ce moment spécial. Ensuite, nous avons ri et joué ensemble sous la douche, en appréciant la compagnie de l'autre et en discutant tranquillement. Avant de partir, je lui ai tendu l'argent et elle m'a dit en plaisantant que j'avais l'air heureux. Désireux d'en savoir plus,
nous avons programmé notre prochain rendez-vous pour la semaine suivante. Au cours du mois suivant, à raison de 2 ou 3 séances par semaine avec Alicia, je me suis senti plus épanoui sexuellement que je ne l'avais jamais été. Être avec elle était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Alicia me donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Elle était une force de la nature. Émilie a remarqué le changement en moi. Environ 5 semaines après ma première rencontre avec Alicia, Émilie s'est assise à côté de moi un soir, alors que nous regardions un DVD et que nous mettions les enfants au lit. « Braxton, tu sembles vraiment plein d'énergie ces derniers temps, » dit-elle d'un ton aimable et non conflictuel. « Il y a une bonne raison à cela, ai-je répondu. Elle m'a demandé si j'avais une liaison, sur un ton plus amusé qu'accusateur. « Non, » dis-je en la regardant droit dans les yeux. Je serais probablement de meilleure humeur si c'était le cas. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voulez-vous les entendre? Bien sûr. Je me suis levé du canapé et j'ai dit, attendez une seconde. Je suis revenu avec une brochure de Beneficial Sex Replacement Therapy Incorporated et je la lui ai tendue. J'ai montré la brochure et j'ai dit, je suis une thérapie avec cette organisation depuis 1 mois, peut-être un peu plus. Étonnamment, leur thérapie est vraiment efficace pour réduire le stress, bien qu'elle ne soit pas comparable à la satisfaction que procure le sexe. Si je continue ainsi, je pense pouvoir tenir jusqu'à ce que les enfants partent à l'université sans avoir recours au divorce ou à une liaison. Jusqu'à ce moment, elle avait lu attentivement le livret. Ne sachant pas si j'étais sérieux ou si je plaisantais, elle a levé les yeux vers moi. Braxton, qu'est-ce que c'était? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Émilie, tu m'as bien entendu. Penses-tu honnêtement que je pourrais vivre toute ma vie sans sexe ou sans rien pour le remplacer? Je ne demanderai pas le divorce avant que les 2 enfants soient inscrits à l'université, tant que cette thérapie de remplacement du sexe continue de fonctionner. Si j'ai besoin d'une véritable connexion et que je ne peux pas attendre aussi longtemps, je te le ferai savoir avant d'avoir une liaison. Après cela, tu pourras décider si tu veux demander le divorce ou si tu peux le tolérer, tant que je n'en parle pas publiquement. J'ai dit la vérité à Émilie. Je n'avais couché avec personne. J'avais été avec une escorte haut de gamme, ou comme Alicia aimait s'appeler, une courtisane des temps modernes. Émilie n'en croyait pas ses yeux. Je voyais des larmes monter à ses yeux, mais elle baissa rapidement les yeux sur la brochure. Elle n'a essuyé ses larmes qu'une seule fois, après avoir fini de lire. « Est-ce que cela vous aide vraiment ?» Ses yeux rouges et sans larmes rencontrèrent les miens. « Oui, jusqu'à présent. » « C'est la première fois que tu parles de divorce, dit-elle. C'est probablement parce que j'aime les enfants et que je ne peux pas supporter l'idée de ne pas les voir tous les jours. Mais il est difficile d'imaginer une vie sans intimité. Même si ce traitement de substitution sexuelle m'aide à survivre pendant les 14 prochaines années, jusqu'à ce que Caroline entre à l'université, rien ne changera. Je serai prêt à affronter une vraie tempête peu après. Émilie a fait semblant de regarder la télévision et est restée silencieuse pendant un moment, même si je voyais bien qu'elle était plongée dans ses pensées. Au bout d'une dizaine de minutes, elle s'est tournée vers moi, m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Merci d'avoir été honnête avec moi. J'ai des choses à penser. » Elle a ensuite posé sa tête sur mon épaule et est restée ainsi jusqu'à la fin du film. Une chose était certaine, même si je ne pouvais pas dire à quoi elle pensait. Je n'avais pas l'intention de quitter Alicia. Être avec elle ressemblait à un feu d'artifice ou à des montagnes russes, si vous avez déjà éprouvé cette sensation. Il n'y a pas de retour à l'ordinaire. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si le fait d'évoquer le divorce suffirait à raviver ma relation avec Émilie, ou si c'était même possible. Au cours des 2 mois suivants, Émilie m'a montré plus d'affection qu'elle ne l'avait fait depuis la naissance de Caroline. Je n'avais pas complètement exclu la possibilité d'une relation intime, mais cela me paraissait encore peu probable. Je continuais à voir Alicia 2 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Quant à Alicia, nous nous entendions mieux que jamais. Elle était agréable à fréquenter et engageante, sans parler des relations sexuelles incroyables. Nous avons même eu quelques rendez-vous non intimes à l'heure du déjeuner. Une fois, nous sommes allés voir un film pendant la journée, alors que ma maison n'avait plus d'électricité. Nous étions tous les 2 à un événement caritatif avec nos épouses, et j'ai secrètement regardé Alicia danser avec son mari inconscient, John, tandis qu'elle se léchait les lèvres en me regardant. C'était le meilleur moment. J'ai même abordé John et lui ai demandé de me présenter à sa charmante épouse, en prétendant que je ne pensais pas qu'il était le plus grand crétin du monde. En serrant la main d'Alicia, je l'ai complimenté sur sa robe et ses talons,
que j'avais acheté et qu'elle m'avait présenté de manière provocante 2 jours seulement avant notre dernière rencontre. Honnêtement, j'ai été surprise de constater à quel point il était satisfaisant de parler à John alors que sa femme se tenait à ses côtés dans la robe que j'avais achetée, que nous étions tous deux conscients de ce qui s'était passé et qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé. Environ 4 jours après l'événement, Emily m'a pris au dépourvu. Elle s'est approchée de moi, m'a pris les mains et m'a dit « Chérie, on peut parler ?» Les enfants étaient déjà couchés et je m'apprêtais à regarder un match de baseball à la télévision. J'ai finalement accepté ce dont nous avons discuté il y a quelques mois, quand tu as dit que tu demanderais le divorce après que Caroline soit entrée à l'université. Bien sûr, Emily. Je serais heureux d'en parler. Où veux-tu que nous ayons cette conversation? Pourquoi pas à l'étude, suggère-t-elle. Bien sûr, ai-je accepté. Elle me prit la main et me conduisit au bureau. C'était la pièce la plus éloignée de l'escalier menant aux chambres des enfants, et la seule pièce du 2e étage de notre modeste demeure dotée d'un lit, bien qu'il s'agisse d'un canapé extractible. Le lit était déjà sorti, ce qui me surprit, mais nous décidâmes de nous asseoir sur les chaises du bureau plutôt que sur le lit. C'est vraiment difficile pour moi, commença-t-elle. S'il te plaît, sois patient avec moi, Braxton, balbutie-t-elle, en s'efforçant de maintenir le contact visuel avec lui. Comme c'est le même problème que ma mère, je n'ai jamais demandé l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin pour ma faible, ou plutôt inexistante, libido. En outre, bien que j'ai consulté de nombreux médecins au fil des ans, rien ne m'a aidé. Mon père affirme qu'il est satisfait d'avoir appris à faire face à ce problème. J'ai eu tort de croire que vous pourriez vous aussi être heureux un jour. Mais après notre conversation d'il y a quelques mois, j'ai compris que ce n'était pas possible. Elle était au bord des larmes, mais j'ai résisté à l'envie d'intervenir. J'espérais qu'une lueur d'empathie apparaissait sur mon visage, mais je restais assise en essayant de ne pas avoir d'expression. Hésitante, Emily poursuivit, je crois que j'ai une solution. J'ai une question à vous poser. Penses-tu que tu pourrais éviter une liaison et rester avec moi, surtout quand j'aurai le plus besoin de toi, quand les enfants partiront, si je pouvais te trouver une femme de substitution qui pourrait physiquement te rendre heureux? C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, ai-je dit. Pourriez-vous répéter? Elle l'a fait, cette fois sans hésitation et en gardant le contact visuel tout le temps. Je me suis exclamé, waouh! Je me suis exclamé, peut-être. Je n'en suis pas sûr. Honnêtement, je n'y ai jamais pensé. Es-tu certain de pouvoir trouver quelqu'un qui serait d'accord avec ça? Quelqu'un avec qui nous nous sentirions tous les deux à l'aise? J'ai déjà trouvé quelqu'un qui est d'accord, répond Emily. Et je peux vous assurer qu'elle est enthousiaste et que je me sens à l'aise avec elle. Je pense que tu auras le même sentiment à son égard. Je ne suis pas sûr, Emily. C'est beaucoup de choses à assimiler. Pourquoi ne me présenterais-tu pas à elle, et ensuite nous pourrons en discuter plus en détail? S'il te plaît, garde l'esprit ouvert, a-t-elle ajouté lorsque je n'ai pas répondu immédiatement. D'accord, ai-je dit en haussant les épaules. Je supposais qu'elle parlait de quelque chose dans le futur, ce qui me donnerait le temps d'y réfléchir. Mais elle parlait du présent. Emily a sorti son téléphone de la poche de sa robe de chambre, a murmuré quelque chose comme « Entrez maintenant », puis l'a éteint et l'a remis dans sa poche. 2 minutes plus tard, Madeleine, sa jeune sœur, entra dans la pièce. Elle portait un crop top, des talons de 10 cm et un short Daisy-Duke, un ensemble que je n'avais jamais vu sur aucun membre de la famille d'Emily et que je ne m'attendais pas à voir. Mais elle avait l'air fantastique. Elle avait l'air fantastique. Madeleine? Ai-je dit presque involontairement. Bonjour, Braxton, a-t-elle répondu avec un doux sourire. Oui, chère Madeleine, intervint Emily. Elle a finalisé son divorce cette semaine, et tu l'as toujours apprécié. Elle ne veut pas se remarier, et contrairement à moi, elle n'a pas hérité des problèmes de notre mère. Je n'ai pas répondu, du moins pas verbalement. Mais mon corps l'a fait, et je me suis vite retrouvé complètement excité. Lorsque c'est devenu évident, les deux femmes ont souri, le remarquant clairement. Emily ferma alors discrètement la porte et s'éclipsa de la pièce. Braxton, c'est un peu gênant. Voulez-vous que je parte? Demanda Madeleine avec modestie. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, Madeleine. Je ne veux pas que tu partes. J'ai juste besoin d'être sûr qu'Emily et toi êtes toutes les deux sûres de ce que vous faites. Je suis certaine, dit Madeleine avec assurance. J'ai toujours eu le béguin pour toi, ce qui n'est probablement pas une surprise.
J'ai juste besoin d'un partenaire fiable parce que je n'ai aucune envie de me remarier ou d'avoir des aventures. Non seulement cet arrangement fonctionnera, mais je pense qu'il s'agit presque d'un mariage parfait. Elle mordilla son pouce d'un air séducteur et ajouta, « Essayons pour voir si nous sommes compatibles, et nous verrons à partir de là. » Sa silhouette athlétique et tonique s'est révélée alors qu'elle retirait lentement son short désiduque et son haut à bretelles. Je me suis rapidement débarrassé de mes vêtements et je me suis approché d'elle, admirant son physique. « Tu as fait de la musculation ?» ai-je remarqué en remarquant ses cuisses toniques et son ventre plat. « Toi aussi ?» a-t-elle souri en passant un doigt sur ma poitrine. C'était vrai, j'avais fait de la musculation, mais surtout avec Alicia. Pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi bien depuis des années et j'avais perdu quelques kilos. Je ne pensais donc pas que Madeleine était simplement polie. Après notre baiser, je l'ai taquinée, ce qui l'a fait sourire et me taquiner en retour. Nous avons partagé un moment d'intimité pendant que je l'allongeais sur le lit. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble, nos corps enlacés, et nous avons continué à passer du temps ensemble. Le lendemain matin, lorsque son réveil a sonné, la réalité s'est imposée. Nous nous sommes habillés et nous sommes glissés dans la cuisine avant que les enfants ne se réveillent. Madeleine portait un peignoir par-dessus son short et son haut pour rester décontractée, car les enfants auraient pu être surpris par sa tenue. Ignorant tout du temps que nous avions passé ensemble, les enfants étaient ravis de la voir, ils adoraient leur tante Madeleine. Nous avons élaboré un plan qui tenait compte du travail et des déplacements de Madeleine, ainsi que de son désir de garder son propre appartement, ce que je comprenais tout à fait. En général, elle restait avec moi le samedi soir et un autre soir de la semaine. Dans la mesure du possible, Émilie, Madeleine et moi assistions ensemble à des fêtes et à des événements culturels. Si Émilie ne pouvait pas se joindre à nous, je sortais parfois avec Madeleine seule ou avec elle et les enfants. Cet arrangement fonctionnait parfaitement pour mes réunions bi-hebdomadaires avec Alicia. Sachant que je serais trop épuisé pour accorder à Madeleine l'attention qu'elle méritait, je veillais à ne pas programmer notre rencontre les mêmes jours que ceux où je voyais Alicia. Madeleine était ma deuxième meilleure partenaire après Alicia, mais ce n'est pas parce qu'elle manquait d'intelligence que ma vie sexuelle, autrefois presque idéale, s'est transformée en quelque chose de plus que cela. Depuis 2 ans, je fréquente Madeleine et Alicia avec un immense enthousiasme, et ma vie n'a jamais été aussi épanouie. Je suppose que le bonheur s'achète, avec de l'argent et quelques autres choses.